La reconversion des footballeurs, c'est toute une histoire. Il y a ceux qui deviennent acteurs, entraîneurs ou même des catcheurs. Et puis il y a ceux qui choisissent une voie, disons, un peu différente. On va pas juste parler de ces quelques joueurs qui se sont fait choper pour une bagarre en boîte de nuit, pour avoir détruit sa Ferrari ou pour un excès de vitesse, disons, un peu salé. J'ai laissé une image forte, c'est ça qui est bien. Non, on va parler de choses un peu plus costauds juridiquement. Voici l'histoire non pas d'un seul, mais de 3 footballeurs devenus criminels. Bienvenue sur Compte de foot spécial Faites entrer l'accusé, j'espère que vous allez bien. Place au premier condamné. Peter Story, ce n'est pas n'importe qui, puisque déjà, c'est un sacré joueur de football, et en plus de ça, c'est un sacré personnage sur le terrain. Nous sommes en gros dans les années 60-70, Peter fait partie des piliers de l'équipe d'Arsenal, il a disputé là-bas près de 500 matchs officiels, avec en prime quelques sélections avec l'équipe d'Angleterre. En gros, on n'est pas sur un gars random de 3ème division, on est sur un grand joueur de football qui a remporté plusieurs titres avec Arsenal. Et en plus de ça, on est sur un vrai joueur bien british. Adversaire tous les forts. Un joueur qui n'hésite pas à essuyer ses crampons sur l'adversaire. En plus de ça, Peter, disons, n'est pas très stable, hein, il a déjà connu plusieurs femmes. Et apparemment, c'est pas le dernier sur la bouteille non plus. Come on, England! Vous avez compris de quel type de personnage on parle ici. Et donc, on est en 75, Peter est disons sur la fin de la carrière, et pour préparer son après-carrière du coup, il décide d'investir dans un bar, c'est pas le premier footballeur à faire ça, sauf que le bar de Peter n'est pas vraiment qu'un simple bar. En fait, pour se faire un petit peu d'argent, Peter va se lier d'amitié avec des gangsters du coin, les frères Barry, les Barry Brothers, pour utiliser son bar comme entrepôt dans une immense affaire de contrefaçon de pièces de monnaie. Peter a mis le pied à l'étrier et va commencer sa petite aventure criminelle. Bon, quand la police enquête sur les frères Barry et du coup enquête sur Peter, la supercherie éclate et Peter est condamné à 3 ans de prison. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, tiens, et si j'allais en Espagne pour éviter mon procès? Le problème, c'est qu'il n'a pas assez d'argent, mais du coup, il a une idée. Il va lancer une maison close interdite et la gérer pendant plusieurs semaines. Mauvaise idée. Là encore, il se fait prendre la main dans le sac, c'était pas la meilleure idée de sa vie, et du coup, il écope de 3 ans plus 6 mois supplémentaires de prison qu'il va purger. À sa sortie, plutôt que de se calmer et de se ranger tranquillement pour relancer sa vie, Peter va de nouveau voler 2 voitures à la compagnie de taxi pour laquelle il travaillait. En fait, à chaque fois, il remet une pièce dans la machine et repart en prison. Vous êtes là demain, les gars? Et après-demain, vous êtes là? Il est condamné pour avoir tenu un stand illégal sur un marché. Il tente de faire rentrer en Angleterre des cassettes porno dans la roue de sa voiture. C'est dégueulasse, Francis! Il va surtout relancer avec la mafia en devenant le chauffeur privé de l'un des chefs de gang criminels les plus recherchés de Londres. Un certain Tommy Adams, à ne surtout pas confondre avec Tony Adams, qui était lui le capitaine emblématique de l'équipe d'Arsenal, qui n'avait rien de criminel à part peut-être ses chemises. Ça va pas du tout. Faut imaginer le gars il y a 20 ans, il est champion d'Angleterre, il remporte la FA Cup, c'est une star d'Arsenal, et là il conduit l'un des chefs de gang criminels les plus recherchés en Angleterre. C'est comme si, je sais pas, Eric Dimeco devenait le chauffeur privé de Balkany. Bon, au milieu des années 90, il va un peu se calmer et il va surtout devenir le chauffeur privé de l'émir du Qatar, le fameux Khalifa Al Thani, fondateur de la chaîne Al Jazeera et surtout fondateur de Qatar Sport Investment, le fonds principal qui a racheté le Paris Saint-Germain en 2011. Aujourd'hui, Peter a 77 ans, il s'est rangé bien sûr, il habite aujourd'hui en France. C'est français. Et pour avoir un petit peu d'argent pour sa retraite, il a vendu toutes ses médailles, tous ses trophées qu'il avait gagnés en étant joueur, pour gagner quelques billets. Même si on sait bien, c'était surtout pour aller claquer 2-3 ricards chez Tonton. Voilà pour l'histoire haute en couleur de Peter Story, qui était à la base un super joueur d'Arsenal, parmi les meilleurs dans les années 60-70, et qui est devenu une sorte de voyou multirécidiviste qui a filé avec la mafia londonienne. D'ailleurs, en 77, je vois qu'il jouait à Fulham avec George Best. Ça devait y aller, hein, niveau 3e mi-temps. Cette histoire est assez folle puisqu'elle concerne le capitaine de l'équipe de France lors de la première Coupe du Monde en 1930, c'était en Uruguay. Alexandre Villaplane est un milieu offensif, ce qu'on appelait un demi à l'époque, rien à voir avec la bière, hein, Peter. Un joueur qui a fait le tour de pas mal de clubs dans le sud de la France, à Nîmes, à Sète, à Antibes, à Nice, etc. avec un petit passage assez court dans la capitale, du côté du Racing Club de France. Villaplane était apparemment plutôt doué sur le terrain, il a joué avec l'équipe de France les JO en 1928 et la Coupe du Monde en 1930, les deux avec le brassard de capitaine.
D'ailleurs, la France a disputé, pour la petite anecdote, le premier match de l'histoire de la Coupe du Monde, c'était contre le Mexique à Montevideo, avec une petite victoire 4-1. Même si le joueur est très bon sur le terrain, on est sur un milieu plutôt efficace, habile, avec une très grosse vision du jeu, apparemment c'est pas le mec le plus apprécié du vestiaire, il passe un peu d'une équipe à l'autre, en laissant à chaque fois de mauvais souvenirs et surtout l'image d'un mec plutôt désagréable. Déjà, une première indication pour la suite. Évidemment, on n'a pas de stats exactes sur sa carrière, on ne sait pas exactement combien de matchs il a joué, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. On est en 1934, Alexandre est sur la fin de sa carrière à Bordeaux, sauf qu'il est suspendu par la fédération pour une affaire de course hippique truquée. Apparemment, il n'en serait pas à son coup d'essai, puisque quelques mois plus tôt, quand il jouait à Antibes, il aurait tenté d'acheter plusieurs joueurs de l'équipe adverse lors de la dernière journée du championnat pour que il lève un peu le pied. Déjà, c'était un sacré loustic à l'époque. Il fréquente des bars un peu louches, des policiers corrompus, des petits voleurs à droite et à gauche. Alexandre aime le football, mais il aime surtout l'argent et il en veut toujours plus. À sa sortie de prison, pour cette affaire donc de course hippique truquée, Alexandre va se rapprocher du grand banditisme en France et c'est là que tout va mal se passer. Les années passent, le football est désormais loin derrière ce petit escroc qui met la main sur plusieurs types de trafic et en 1939, la Seconde Guerre mondiale commence. Nous avons toujours désiré et nous désirons toujours qu'une collaboration sincère et une entente loyale puissent être établies entre les peuples. Mais nous sommes résolus à ne pas nous soumettre au diktat de la violence. En mai 1940, l'Allemagne envahit la France et un mois plus tard, les drapeaux du Troisième Reich flottent déjà sur les toits de Paris. Peu après, Alexandre Villaplane est libéré de la prison de la Santé, parce que oui, il était encore en prison cette fois-ci pour recel, et dès sa sortie de prison, il ne veut qu'une seule chose, se faire de l'argent. L'affaire à l'époque, c'est le marché noir, via les cartes de rationnement imposées par l'Allemagne nazie. C'est comme ça que l'ancien capitaine de l'équipe de France se lance dans la spéculation sur les produits de première nécessité, et c'est surtout comme ça qu'il devient copain avec Henri Lafont, membre fondateur de la Gestapo française. C'est comme ça qu'Alexandre passe d'un ancien footballeur à un collaborateur de l'Allemagne nazie qui va très vite monter les grades pour la Gestapo en s'occupant principalement de la confiscation des biens des familles juives déportées. Et pour lui, c'est du billard. Il profite personnellement de l'argent et des biens qu'il récupère, il agit pour la Gestapo française mais aussi dans son coin en faisant 2-3 business contre les Allemands. Bref, tout est bon pour récupérer quelques billets. En 1943, il est arrêté par les SS dans le cadre d'un trafic de pierres précieuses, il est emprisonné, mais très vite libéré grâce à ses contacts, et c'est à partir de là que tout va devenir compliqué. Pour se racheter, Villaplane va cette fois-ci vraiment s'engager pour l'Allemagne nazie en devenant le chef exécutant d'une section chargée de lutter contre la résistance, une des sections de la tristement célèbre Brigade nord-africaine. À l'époque, il a déjà la réputation d'un homme cruel, sans cœur, qui n'hésite pas à torturer et à assassiner ceux qu'il considère comme des ennemis du nazisme. Il obtient alors le grade et l'uniforme de sous-lieutenant SS, et oui, on parle bien toujours de l'ancien capitaine de l'équipe de France. Alors qu'on s'approche doucement du débarquement allié le 6 juin 1944, le groupe mené par Villaplane continue d'opérer, principalement dans le sud de la France, notamment en Dordogne. Massacres, pillages, assassinats, la terreur fait partie des actions menées par cette brigade, et particulièrement par Villaplane qui ne montre aucune émotion. Paris martyrisé, mais Paris libéré. Avec le débarquement et la libération de Paris, il est finalement arrêté. Suite à des dizaines de témoignages le désignant comme un assassin, un voleur, un informateur et un auxiliaire de la Gestapo, Alexandre Villaplane est condamné à mort. Les charges sont nombreuses et mettent en avant l'horreur de ses actes. Meurtre, barbarie, haute trahison et intelligence avec l'ennemi. 14 ans après la Coupe du Monde en Uruguay, pendant laquelle il portait le brassard de capitaine, Alexandre Villaplane est fusillé à Montrouge le 27 décembre 1944, après des mois à répandre la terreur partout où il passait. Si à la base on était sur un petit escroc avide d'argent et de trafic en tout genre, la fin a été bien plus sordide. Et voilà, bordel. 8 hours later. Bon, troisième et dernier joueur, celui-ci est un peu plus surprenant puisque le joueur est toujours en activité. Quincy Promes, ça vous dit forcément quelque chose. On parle d'un ailier qui a joué 50 matchs avec les Pays-Bas, qui a joué à Séville, à l'Ajax, bref, c'est un nom assez connu dans le football européen. Sauf que depuis 2020, disons que les choses ont quelque peu changé. Ça n'a rien à voir avec ce clip qu'il a fait avec Memphis Depay. C'est un sujet beaucoup plus lourd et qui mixe aussi un petit peu de géopolitique. En 2020, Quincy Promes joue à l'Ajax, il est toujours titulaire régulièrement avec la sélection néerlandaise, sauf que un soir de décembre, la nouvelle tombe. Quincy Promes aurait tenté de poignarder son cousin au genou après une bagarre en juillet 2020,
Promes est donc en garde à vue en tant que principal suspect. Promes zit 2 nachten in de cel en dan gaat hij weer vrij uit. Hem langer vasthouden was op dat moment niet mogelijk volgens de daarvoor geldende regels, zegt het OM nu. Faute de preuves, il est rapidement relâché et remis en liberté et donc décide de signer au Spartak Moscou en Russie, un pays qui n'a pas de traité d'extradition avec les Pays-Bas. Ouais, vous avez très bien compris où est-ce qu'on va en venir. Les mois passent, l'affaire file devant les tribunaux, mais le procès est constamment repoussé. Quincy Promes, lui, continue de jouer au football, mais il joue d'ailleurs plutôt bien, et on arrive en 2023, soit presque 3 ans après les faits. Le 19 juin 2023, Quincy Promes est condamné à 18 mois de prison pour faits graves, mais le néerlandais ne s'est évidemment pas présenté à son procès. Il est peinard chez lui en Russie et continue de jouer pour le Spartak Moscou. Quincy Promes! Quincy Promes! Quincy Promes! Quincy Promes! Sans traité d'extradition, les Pays-Bas ne peuvent absolument rien faire. Sauf que cette histoire est en fait la goutte d'eau dans une affaire bien plus importante qui va défrayer la chronique en mai 2023. En ze ontdekten dat Promes mogelijk betrokken is bij de smokkel van cocaïne en synthetische drugs. Le ministère public néerlandais affirme que Quincy Promes aurait tenté d'importer plusieurs centaines de kilos de cocaïne via le port d'Anvers en Belgique en janvier 2020. L'ancien joueur de l'Ajax était déjà soupçonné d'implication dans un trafic de drogue et de participation à une organisation criminelle depuis 2018, sauf que cette fois-ci, là c'est officiel, Promes est poursuivi par la justice et en attente de son procès. On bascule clairement dans un dossier beaucoup plus important parce qu'on parle ici de plusieurs dizaines de millions d'euros, sauf que Quincy, il est toujours en Russie. Oh comme c'est bizarre! Le matin de ces accusations, il avait d'ailleurs posté cette photo Instagram en soirée tranquille, pas vraiment inquiet par la situation. Aujourd'hui, on est en novembre 2023, soit presque 6 mois après que les accusations soient sorties, et Promes joue toujours avec le Spartak. Concernant tout ça, il nie clairement toutes ces accusations justement, et risque de passer encore un petit bout de temps en Russie. Il n'y a pas encore trop d'infos puisque les charges sont assez récentes, mais la police le surveillait depuis un petit bout de temps et savait déjà qu'il communiquait sur ce fameux trafic de drogue via des plateformes de messagerie cryptées. Ils auraient trouvé plusieurs infos comme quoi Promes aurait une arme, comme quoi aussi il aurait géré 2 cargaisons en 2021 pour près d'1,3 tonne de cocaïne. Bref, les éléments à charge sont nombreux et la date du procès doit toujours être fixée. Mais bon, tant que la guerre en Ukraine est toujours d'actualité et en l'absence de ce fameux traité d'extradition entre les Pays-Bas et la Russie, Quincy Promes, a priori, peut dormir sur ses 2 oreilles. Cette histoire est quand même assez folle puisque les autorités néerlandaises attendent de le juger, mais ils peuvent pas. Et surtout parce que Promes, il continue à jouer, il est toujours là, il a marqué encore il y a 2 semaines, et tout va bien pour lui, malgré le fait que, selon les autorités, ce soit un criminel. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Forcément, c'est un format un peu différent des autres vidéos, mais ça me faisait plaisir aussi de traiter ce sujet qui change un petit peu. J'ai appris personnellement pas mal de choses, donc dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Dites-moi aussi si vous avez des idées pour d'autres formats. C'est toujours avec grand plaisir que je lis les propositions, et puis ça permet aussi de pouvoir diversifier un peu la chaîne, donc c'est toujours sympa. Nous on va se retrouver la semaine prochaine, faites entrer l'accusé, c'est terminé, je vais remettre la veste comme on de latte. Prenez soin de vous avant les fêtes. Ciao tout le monde.